arrêtez tout. Ça y est, on les a trouvés. Depuis le temps qu'on parle d'extraterrestres sur cette chaîne et depuis le temps que je vous dis que c'est pas parce que je débunk des cas d'ovnis que j'espère pas pour autant qu'on trouve quelque chose, depuis le temps que je vous dis que le jour où on trouvera quelque chose, je serai le premier à m'en réjouir, on va voir ça. Si vous suivez un peu l'actu, vous avez dû voir passer la news. Mercredi 10 septembre 2025, la NASA a fait une conférence de presse où elle a annoncé la découverte de traces de vie sur Mars. Ou du moins ça c'est ce qu'on peut lire avec plus ou moins de nuances, un peu partout dans la presse, le degré de nuance dépendant pas mal de si la presse en question est grand public ou spécialisée. Alors je vous propose de regarder ça ensemble. Spoiler ? Allez, spoiler. C'est pas inintéressant. Mais réfrénez vos ardeurs quand même. Déjà, pour commencer, contrairement à ce qu'on peut lire un peu partout, la nouvelle ne date pas de mercredi, non. La NASA avait déjà communiqué sur la découverte d'une roche suspecte il y a de ça 1 an. On va en parler. Non, l'annonce de cette semaine coïncide avec la publication d'un article dans la revue Nature. Donc, contexte. Faire une annonce, dire qu'on a trouvé un truc intéressant, c'est bien. Mais ça vaut pas grand chose de plus qu'une affirmation. Même quand on est la NASA. Rappelez-vous, une affirmation extraordinaire requiert des preuves plus qu'ordinaires. Annoncer qu'on a mis la main sur des extraterrestres, ça demande quelques preuves. Or, la NASA avait déjà annoncé avoir trouvé des trucs. Ça, c'est pas nouveau. Par contre, un article dans Nature, ça pèse dans la balance. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Nature, c'est une revue scientifique. Une revue prestigieuse. Une revue qui fait super gaffe à ce qu'elle publie. Si vous voulez publier dans Nature, votre article va devoir être relu par vos pairs. C'est-à-dire que si vous pondez un papier de géologie, d'autres géologues, spécialistes de votre domaine, vont lire ce que vous avez écrit et vérifier que vous ne dites pas de conneries avant que vous ne puissiez publier. Et une fois que votre article est accessible à la communauté scientifique, vous devez vous attendre à ce qu'encore plus de monde, d'horizons très divers, se penche sur ce que vous avez écrit et vérifie que vous n'êtes pas en train de vous fourvoyer. Parce que oui, Nature c'est prestigieux et fiable, mais l'erreur est humaine. Et il arrive que des articles soient critiqués. Et même retirés. C'est ça, la science. Donc ça, c'est là où on en est. L'année dernière, la NASA a annoncé avoir trouvé des traces de vie extraterrestre. Entre-temps, les scientifiques à l'origine de cette découverte ont rédigé un article détaillé dessus, article qui a été relu par d'autres scientifiques de leur trempe, qui ont estimé que, ouais, ça se tient, et donc que c'était suffisamment fiable pour paraître dans Nature. Donc ça, c'était mercredi. Et qu'on se le dise, être publié dans Nature, c'est déjà un gros gage de solidité. Mais, on va voir ce qui se dit dans cet article, vous en faites pas, mais il faut se dire que maintenant, c'est pas une poignée de spécialistes qui vont vérifier ce qui est dit. C'est potentiellement n'importe qui. Alors certes, Kevin du 38 qui va laisser un commentaire YouTube, il va pas trop peser dans la balance. Mais on peut pas exclure que quelqu'un d'autre, quelque part, trouve une explication logique et pas du tout extraterrestre à cette découverte. Et potentiellement, c'est des scientifiques du monde entier qui vont se pencher là-dessus, d'autant que la nouvelle est quand même croustillante. Et donc, parlons de cette découverte telle que décrite dans une revue à laquelle on peut faire confiance. Mais d'abord, parce que c'est un poil velu, contexte. En 1996, décolle la sonde orbitale Mars Global Surveyor. Son but est de cartographier Mars avec précision. Précédemment, en 1976, les sondes Viking avaient déjà exploré la planète et apporté des données intéressantes, et notamment la première vraie fausse preuve de vie extraterrestre. Sauf que c'était une fausse alerte. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une vidéo là-dessus, et elle est dans les fiches. Et donc, fin des années 90, la NASA décide de retourner sur Mars et développe une poignée de sondes qui vont donner lieu
à des centaines de millions de dollars de pertes à cause de leurs échecs. Alors là aussi, j'ai une vidéo dédiée au sujet où on parle notamment de Mars Climate Orbiter qui a été perdu à cause d'une mauvaise conversion d'unité de mesure. Cette vidéo-là n'est pas encore sortie, elle est dans la liste des vidéos en avance. Je vous dis pas de souscrire à la chaîne, hein, mais je vous dis quand même qu'elle est déjà disponible via le bouton rejoindre. C'est une histoire très con. Bref. La NASA crame donc des centaines de millions de dollars pour rien, et le programme d'exploration de Mars bat de l'aile. Sauf que Mars Global Surveyor, elle fonctionne très bien. Et pendant une décennie, elle va inonder les scientifiques de données plus intéressantes les unes que les autres, la principale étant que Mars a été couverte d'océans par le passé. La nouvelle est évidemment énorme. Mars a ressemblé à la Terre dans un lointain passé. À quel point et qu'est-ce qui lui est arrivé pour qu'elle finisse en désert aride? J'ai fait 2 vidéos sur le sujet. Elles font partie de la série Hermès, on part en vaisseau spatial survoler la planète rouge et étudier son aréologie. Fiche. Oui, parce que géologie, c'est la science de la Terre. Sur Mars, on fait pas de géologie, on fait de l'aréologie. Comme Arès, le dieu de la guerre dans la mythologie. Allez voir les vidéos si vous voulez tout savoir. Mais je vous résume ça quand même. On divise l'histoire de la Terre en plusieurs éons géologiques. Il y a 4,6 milliards d'années commence l'Adéen, du nom d'Hadès, dieu des enfers. À cette époque, la Terre, nouvellement formée, est une boule de magma. Mais 600 millions d'années plus tard commence l'Archéen, suivi du Protérozoïque, une période de près de 3,5 milliards d'années, au tout début de laquelle la Terre se couvre d'océans et a priori, où la vie apparaît très tôt, quasiment au tout début de la période. En gros, à peine la Terre est couverte d'eau que bim, on trouve des traces de vie dans des cristaux vieux de cette époque-là. Idem, j'ai fait une vidéo là-dessus, et oui, j'ai déjà parlé de beaucoup de choses sur cette chaîne. Bon, s'ensuit le Phanérozoïque, il y a 541 millions d'années, où, après 3 milliards d'années passées à l'état de bactéries, la vie explose enfin et donne naissance aux premiers animaux. Donc retenez. 600 millions d'années, boule de magma. Puis la vie apparaît tout de suite dès qu'il y a de l'eau, mais il faut 3,5 milliards d'années pour voir arriver l'explosion cambrienne et les animaux à proprement parler. Il y a 541 millions d'années. Les premiers dinosaures, c'est il y a 240 millions d'années. Donc pas la moitié de cette période, hein, pour vous donner une échelle. Et donc maintenant, Mars. Évidemment, pour Mars, les marges d'incertitude sont plus grandes. Ici sur Terre, ça fait des siècles qu'on creuse et qu'on ramasse des cailloux. Là-bas, c'est moins pratique. Donc plusieurs échelles existent. Néanmoins, il y a 4,6 milliards d'années, Mars se forme en même temps que la Terre, et est aussi une boule de magma. Mais comme elle est beaucoup plus petite, elle se refroidit et se solidifie beaucoup plus rapidement aussi. Et sur Mars aussi, l'eau rejetée par le magma en fusion tombe en pluie et remplit des océans. Comme sur Terre. Mais alors que la Terre était encore une boule de magma, Mars avait déjà des océans. C'est le premier rayon martien qu'on appelle le Noachien. Et dans cette période, Mars ressemblait probablement à un truc comme ça. Sauf qu'il y a 3,5 milliards d'années, le noyau de la planète se refroidit déjà. C'est le début de l'Hespérien. Et avec un noyau solidifié, la planète perd son champ magnétique. Les vents solaires commencent donc lentement mais sûrement à éroder l'atmosphère. Avec son air qui se dissipe dans l'espace, la pression atmosphérique baisse, l'eau s'évapore et finit elle aussi soufflée dans l'espace. Les dernières traces d'eau liquide à la surface de Mars avaient disparu il y a un bon milliard d'années. Et quand on voit ce qui s'est passé sur Terre, on est en droit de supposer 2 choses. 1. Si la vie est apparue très vite sur Terre, pourquoi n'en aurait-il pas été autant sur Mars? Et 2. S'il a fallu un bon milliard d'années pour que la vie développe la photosynthèse, un de plus pour que les cellules aient un noyau, et encore un de plus pour qu'elles se diversifient et donnent des animaux, il est peu probable de trouver des traces de formes de vie complexes sur Mars. D'autant que la période où elle a pu abriter la vie, c'est aussi la période qu'on appelle le grand bombardement tardif, une période où le système solaire encore tout jeune se faisait arroser d'astéroïdes géants, comme en témoignent la Lune et ses gigantesques mers de lave solidifiées, et les gigantesques cratères à la surface de Mars.
Donc, que des bactéries aient survécu à cet environnement somme toute brutal, c'est très envisageable, puisque c'est arrivé sur Terre. Mais qu'elles se soient développées au-delà, c'est clairement mal barré. Et donc, fort de ces découvertes, la NASA, qui, rappelez-vous, a cramé un pognon monstre dans des missions ratées et qui était prête à laisser tomber, s'est finalement dit que Mars était LA planète où fallait chercher des traces de vie. Mercure, un caillou brûlant. Vénus, pareil, mais en pire, et avec une atmosphère tellement dense qu'aucune sonde n'a survécu à sa surface plus de quelques minutes. Donc le rover qui la reponte pendant des années, on oublie. Les lunes de Jupiter et Saturne, on y trouve sûrement des choses très intéressantes, puisque certaines ont de l'eau liquide. Rappelez-vous, j'ai aussi fait une vidéo là-dessus. Sauf que c'est sacrément plus loin et que les géantes gazeuses sont très dangereuses. Et ouais, le champ magnétique piège des particules chargées qui, elles aussi, mettent les sondes à mal. Et comme ces lunes n'ont pas d'atmosphère, s'y poser, c'est encore plus dur que sur Mars. Et l'eau est à plus de 10 km sous la surface en plus. Bref, le moins pire endroit où chercher de la vie ailleurs que sur Terre, ça reste Mars. Sauf qu'Europe ou Encelade, les lunes de respectivement Jupiter et Saturne, elles ont de l'eau liquide. Donc elles hébergent peut-être de la vie aujourd'hui encore. Mars, ce qu'on y cherche, c'est pas de la vie. Ce sont des traces fossilisées d'une vie passée, vieille de plusieurs milliards d'années, qui aurait existé aux Noachiens ou à l'Hespérien. Et donc, on y a envoyé une poignée de rovers gros comme des bagnoles. Opportunity, Curiosity, Perseverance, ceux-là je vous les présente pas. Et donc, on peut maintenant en venir aux faits. Sur Mars, on trouve des traces d'érosion, des lits de rivières ou de fleuves asséchés, d'anciens lacs, etc. Et c'est là qu'a été envoyé le rover Perseverance, parce que si on veut espérer trouver des traces de vie, faut chercher là où on sait qu'il y a eu de l'eau. L'astromobile, oui c'est comme ça qu'on dit, s'est donc aventuré dans le cratère G0, qui, vu son érosion, a abrité un lac. Sur le rebord ouest de ce cratère, le rover arpente la vallée Neretva Vallis, et plus précisément une formation rocheuse baptisée Bright Angels. Lors de ses pérégrinations, Perseverance s'est attardé sur un rocher baptisé Cheyava Falls, d'environ 1 mètre par 60 cm. Il y en a d'autres qui s'appellent Apollo Temple, Valhalla Glades et Malgoza Crest, où on a aussi trouvé des trucs, mais celui dont on parle le plus, c'est Cheyava Falls. Ce qui a attiré l'attention des scientifiques, c'est ceci. Sur cette roche se trouvent des taches qu'ils ont qualifiées de taches de léopard. C'est le signe qu'à ces endroits s'est produit une réaction chimique, un truc qui progresse dans la roche avec ce qui est appelé dans l'article des fronts de réaction tout autour. Vous avez donc ces taches plus claires d'à peu près 1 mm et l'auréole sombre autour, le fameux front de réaction. Bon, pour savoir ce que c'est et quelle réaction chimique a provoqué la formation de ces taches, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Si vous êtes des habitués de la chaîne, vous me répondrez une spectrographie. Et vous aurez raison. Et si vous n'êtes pas des habitués, je crois que vous avez compris que j'ai une foultitude de vidéos qu'il faut vous empresser d'aller voir. Et si ça vous botte, lâchez-moi un petit abonnement, je suis à ça du million d'abonnés. La chaîne a 10 ans le mois prochain, ça serait cool pour l'anniversaire. Bref, pour savoir ce qu'on a sous les yeux, faut faire une spectro. Autrement dit, analyser la composition chimique de ces taches. Le rover va donc faire une spectro sur les zones carrées et colorées à l'image qui font 1 mm². Et cette analyse révèle qu'il s'agit de vivianite, une roche riche en phosphate de fer hydraté, et de grégite, riche en sulfure de fer. Bon, ok, ça nous fait une belle jambe. Mais là où c'est intéressant, c'est quand on commence à se demander quelles sont les réactions chimiques à l'origine de leur formation. Et d'après les chimistes et géologues, il y a plusieurs options. En gros, il peut s'agir d'une oxydoréduction du fer à des températures entre 10 et 80 degrés, donc ça colle, sauf que les autres éléments chimiques nécessaires sont pas là. Ça peut aussi être une oxydation de pyrite, une autre roche, mais pour ça, il faut de la pyrite, et un pH faible. Et il n'y a pas de pyrite autour, et le pH relevé ailleurs dans la zone ne colle pas. Une autre possibilité est une réaction de réduction de sulfate. Sauf que celle-là, quand elle arrive, elle demande des températures élevées, pas compatibles avec les conditions de l'époque où Mars était déjà bien plus froide.
Ah, et pour rappel, ou pour ceux qui n'ont pas encore vu ça au lycée, en gros, la réduction, c'est l'inverse de l'oxydation. Donc en résumé, toutes les voies chimiques que l'on connaît pour la formation de ces roches sont très improbables concernant ce caillou. Toutes, sauf la dernière. Sur Terre, la vivianite se forme dans les milieux d'eau douce et marins quand des micro-organismes réduisent le fer. Et quand ils réduisent du phosphate, ça donne la grégite. Et donc, pas besoin de vous faire un dessin, on a trouvé des roches dont la seule explication qu'on a pour leur formation, c'est la présence de micro-organismes. Et ces roches sont datées du Noachien, la période où Mars possédait des mers et des océans. Sauf que, maintenant qu'on a dit ça, va falloir se rappeler de 3 trucs. D'abord, rappelez-vous de ce qui s'était dit il y a quelques années quand, en 2020, un article publié dans Nature Astronomy révélait la présence de phosphine dans l'atmosphère de Vénus, elle aussi détectée par spectrographie. Là aussi, on ne savait pas comment elle était arrivée là et en aussi grosse quantité, et les explications qu'on avait collaient pas. À part une origine microbienne. Sauf qu'une fois que l'article avait été lu, non pas par une poignée de spécialistes, mais des scientifiques à travers le monde, certains ont tenté de faire eux aussi une spectro et se sont rendus compte que les quantités de phosphine dans l'atmosphère de Vénus avaient été surévaluées dans l'article en question, et que les taux mesurés après correction étaient du coup, explicables sans microbes. Donc, attention. La NASA a annoncé cette découverte il y a 1 an. Cette semaine, elle a été publiée dans Nature, une revue sérieuse où les articles sont vérifiés par des spécialistes avant publication. Mais des spécialistes, c'est pas tous les scientifiques. Et il est possible qu'un truc leur échappe. Et donc, depuis mercredi, les données à l'origine de cet article sont disponibles pour vérification. Et on n'est pas à l'abri qu'un chimiste ou un géologue publie une réponse en affirmant qu'en fait il existe une réaction chimique banale à laquelle ils n'ont pas pensé et qui peut tout à fait expliquer ces taches dans la roche. Donc en conclusion, cette nouvelle est très intéressante. En plus, elle est plausible si on s'en réfère aux histoires passées de la Terre, qui a vu apparaître la vie très vite, et de Mars, qui présentait des conditions similaires. Et j'espère vraiment que cet article va pas se faire démonter. Mais j'attire votre attention sur le fait que la prochaine étape, c'est justement ça. Des équipes de scientifiques du monde entier qui se penchent dessus. Et comme pour la phosphine de Vénus, le soufflet pourrait retomber très vite. Si jamais c'est pas le cas, l'équipe de chercheurs qui l'a rédigé explique que, pour en avoir le cœur net, il faut ramener cet échantillon sur Terre pour une analyse plus poussée. En effet, Persévérance enferme ces échantillons dans des capsules qui sont récupérables par une future mission. Le problème, c'est que les options qui étaient à l'étude, comme Mars Sample Return, qui devait ramasser ces capsules et les renvoyer en orbite, ne sont plus d'actualité. Maintenant, ce qu'on peut espérer, si l'article n'est pas contredit, c'est que la nouvelle soit suffisamment intéressante pour la communauté scientifique pour motiver l'envoi d'une telle mission. Mais en attendant, restez quand même à l'affût de futures publications en réponse à cet article. Il est fort probable que des démentis fassent moins de bruit dans la presse qu'une annonce de la découverte de traces de vie sur Mars. Mais en parallèle, on peut aussi espérer que personne ne le démonte, qu'une mission soit envoyée pour récupérer des échantillons, et que des analyses plus complètes confirment que, oui, il y a plusieurs milliards d'années, une vie primitive existait à la surface de Mars. En attendant, levez les yeux au ciel, soyez astronomiques, et à la revoyure. Et la vidéo qui explique comment Mars était couverte d'eau et comment elle est morte, c'est juste là. À la revoyure.